Bonjour, c'est encore moi avec une constatation qu'il faut quand même faire, même en 2025. Les inégalités de richesse matérielle, et d'ailleurs seulement celles-ci pour une raison que j'ignore, ces inégalités préoccupent les gens au plus haut point. C'est un sujet qui ne vieillit jamais, alors je me permets un nouveau radotage à leur propos de quelques milliers de secondes. C'est comme ça. Ici, je pense à une conversation que j'ai eue avec un très vieil ami très cher récemment, qui se retrouve, disons, sceptique, si ce n'est hostile aux idées libérales qu'on défend ici, c'est-à-dire l'anarchisme, l'absence d'autorité politique. Et ce qui bloque cet excellent ami, c'est que notre société idéale, libre, sans contrainte politique, est dépourvue de mécanismes de redistribution forcée pour aplatir ces inégalités sans se sentir mal, c'est-à-dire légalement. En effet, si c'est légal, c'est légitime. Et on se sent bien parce que le légal dérive de la morale, laquelle est contingente aux mœurs, à la culture, au peuple, à la communauté qui sont en train de discuter de ces règles de vie. Le légal est donc une convention sociale fondée sur les préférences du groupe. Et donc la propriété privée, délimitée par le légal, fluctue et relative aux préférences de ce groupe. On peut alors, avec bonhomie, si c'est décidé par la majorité, taxer Roger pour renflouer Geneviève. Roger est trop riche par rapport à Geneviève, on va faire en sorte que le différentiel diminue. Alors bien sûr, il ne faut pas exagérer, parce que comme le dit John Rawls dans sa soi-disant théorie de la justice, on laisse subsister quand même un certain niveau d'inégalité, mais pas trop élevé pour ne pas surexciter les banderoles de la jalousie ni les fourches de l'aigreur, mais ni trop basse non plus, cette inégalité, pour ne pas complètement dissuader les plus performants. Alors là, je ne fais que retranscrire évidemment la thèse égalitariste qui repose sur une conception du droit totalement relativiste, totalement arbitraire en fait, une décision collective complètement déconnectée du moindre axiome ancré dans la nature humaine, tel que ce qu'on défend ici, l'axiome d'argumentation qui fonde le droit naturel. Et c'est pourquoi cette thèse égalitariste est fausse. Ce n'est pas une question de l'aimer ou pas, d'être d'accord ou pas, elle est simplement fausse. Elle est aussi fausse que 2 plus 2 égale 5. Et ça, on le verra dans quelques instants. Mais avant de soigner le cœur du sujet, je voudrais aborder quelques remarques et poser quelques questions aux pourfendeurs des inégalités de richesse matérielle. D'abord, quel est le problème avec ces inégalités ? En quoi est-il injuste ou immoral, en soi, que Roger soit plus ou moins riche que Geneviève ? En quoi est-ce que ça pose un problème en soi ? Je dis en soi parce que, effectivement, si Roger est plus riche que Geneviève parce que Roger a volé Geneviève, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, là, effectivement, il y a quelque chose à faire. Et c'est une question de droit. Il faut rétablir la propriété des biens, il faut interdire le vol, c'est une question de civilisation. Mais si des gens vivent en harmonie économique et en harmonie de droit, c'est-à-dire sans procéder à des crimes, sans passer par l'agression et le vol, en quoi est-ce que la différence de richesse entre deux personnes ou entre différents groupes de personnes devrait être aplatie ? En quoi cette différence pose-t-elle un problème en elle-même ? Question suivante. Pourquoi les inégalités sont-elles plus importantes que le niveau de vie des plus pauvres ? Le sort absolu des plus pauvres n'est-il pas plus important que leur sort relatif aux plus riches ? Je dis ça parce qu'il faut quand même remarquer, c'est un lieu commun, mais il faut quand même remarquer qu'en 2025, les plus pauvres sont plus riches que les plus riches d'hier, que les riches de 1825. Un pauvre aujourd'hui est nettement plus riche que ce qu'on appelait un riche il y a 100 ans ou 200 ans. Donc pourquoi sortir les pauvres toujours de la misère, mais en fait les élever dans la richesse, n'est-il pas plus important que d'essayer
de leur faire atteindre un niveau, disons, relativement proche, dans votre conception d'ailleurs parfaitement arbitraire, d'une différence acceptable, des plus riches. Troisième question. Pourquoi s'agit-il toujours de lutter contre les inégalités de richesse? J'ai déjà fait allusion à ça il y a quelques minutes. Mais pourquoi est-ce que la richesse matérielle vous préoccupe tant que ça? Pourquoi être obsédé par le pognon? Quid des inégalités de beauté, par exemple, ou de compétences, ou d'intelligence? Moi, je connais beaucoup de gens qui sont plus beaux, plus riches et plus performants que moi, sur le plan intellectuel ou sportif. Pourquoi ces différences-là sont-elles acceptables? Et pourquoi est-ce que je ne peux rien y faire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas invoquer la force de l'État pour diminuer ces inégalités-là? D'ailleurs, à ce sujet, il y a une nouvelle de Kurt Vonnegut, le célèbre auteur américain qui mérite lecture, c'est Harrison Bergeron, dont ont été tirés plusieurs films, dont un court-métrage qui est vraiment excellent. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Et c'est ce que je mets en fond en ce moment de ce que vous écoutez. C'est Harrison Bergeron, le court-métrage de 2009, et qui pose exactement la même question. Dans cette œuvre de fiction, on ne tolère pas plus les inégalités de richesse que les inégalités personnelles. Donc on va handicaper les gens trop intelligents en leur foutant un casque sur les oreilles pour les empêcher de réfléchir avec des bruits aléatoires. Et puis on va empêcher les athlètes de performer en leur mettant des poids aux pieds, les danseuses d'être agiles en leur mettant aussi des poids sur le corps. Et les gens qui sont trop beaux, on les masque. Tu vois, donc là, on voit bien l'absurdité de la question égalitariste. Alors là, on va me répondre, oui, mais ces inégalités-là touchent le corps humain, donc on ne peut rien y faire. Ça touche le travail personnel. Quelqu'un qui est très musclé, il a fait beaucoup d'efforts, on ne peut pas transférer ça à quelqu'un d'autre, donc on va laisser ça comme ça dans l'état. Mais moi, je trouve dégueulasse que des mecs qui font du culturisme 8 heures par jour soient beaucoup plus taillés et athlétiques que moi. Franchement, c'est quoi cette histoire? Moi, je veux leurs muscles, qu'on me les transfère. Alors, si vous dites qu'on pourrait pas le faire, non seulement parce que c'est impossible techniquement, mais qui moralement ce serait répréhensible parce que ça touche le corps humain, c'est que vous avez déjà adopté le principe de non-agression, mais sans le formaliser, sans le savoir quelque part. S'il est interdit dans votre morale de toucher au corps humain, c'est bien que vous avez déjà intégré un minimum de principe de non-agression. Et je trouve que c'est un bon début. Donc on va broder là-dessus un peu plus tard. Mais je dis ça pour préciser que tout ce que vous proposerez comme règle sociale qui serait d'un ordre différent que ce que vous pensez déjà pour le corps humain, sera nul et non avenu, parce que ça contredit le principe de non-agression que vous êtes déjà en train d'adopter quand vous défendez le corps humain. Donc je propose qu'on garde ça en mémoire pour la fin de mon petit ou de mon gros monologue. Le principe de non-agression, c'est quelque chose qui mérite d'être mémorisé, hein, j'insiste. Autre remarque assortie de questions, la valeur étant subjective, on peut dire que la richesse l'est tout autant. Par exemple, à quoi rime de vouloir imposer une norme de richesse matérielle tout en empêchant les écarts soi-disant trop grands? Trop grands en vertu de quels critères? J'ai déjà posé la question plusieurs fois dans cette même vidéo, mais je la repose. C'est quoi vos critères? Pourquoi est-ce que chez John Rawls, un écart de 1 à 4, qui correspond, je crois, à peu près à ce que disait Mélenchon aussi, c'est tolérable, mais 1 à 5, c'est pas bien, ou 1 à 3, c'est trop peu? C'est quoi le fond de cette décision chiffrée? Quelle est votre unité de valeur? La valeur, c'est subjectif, donc cette question est parfaitement rhétorique. Il n'y a pas d'unité de valeur. Donc à quoi ça rime d'imposer des écarts chiffrés de richesse matérielle? Plus clairement, pourquoi un écart en euros ou en dollars entre deux personnes devrait être aplati, mais pas un écart de taux de dopamine? C'est aussi chiffré, ça. On peut mesurer le taux de dopamine dans le cerveau des gens. La dopamine, c'est ce qui rend euphorique, heureux, etc. Donc les gens heureux, ils en ont plein dans la tête. Les gens malheureux, ils n'en ont pas plein dans la tête.
On devrait peut-être se préoccuper de cette inégalité-là aussi, ou bien piqûre obligatoire, extraction de dopamine d'un cerveau pour le mettre dans l'autre, je ne sais pas, mais il y a sûrement des solutions, hein. Puis enfin, pourquoi croire qu'un aborigène heureux dans sa forêt, heureux de son sort dans sa vie ancestrale, devrait recevoir une partie de la richesse matérielle d'un dentiste urbain plein aux as? À quoi ça rime? Je laisse un petit blanc dramatique là pour que tu répondes dans ta tête, si tu es en faveur des aplatissements d'inégalités, bien sûr, hein. Mais à quoi ça rime de forcer les gens, par la violence de l'État, à avoir des niveaux de richesse matérielle équivalents, comparables et pas trop distants? Chacun mesure son bonheur à ses occupations. Moi, je suis plus heureux peut-être qu'un milliardaire. Qu'est-ce qu'on en sait? Et vice-versa d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on en sait, justement? Ça ne se mesure pas, il n'y a pas d'unité. Bref. Encore une remarque et une question intéressante, hein. Je dis que des choses intéressantes de toute façon. Les inégalités et la misère dont sont frappées nos sociétés sont essentiellement dues au système politique qui écrase l'économie par ses représentations politiques donc, et ses réglementations et ses taxes. Donc les représentants, soi-disant politiques, nous fournissent gracieusement, enfin non pas gracieusement en fait, grassement payés, des lois qu'on appelle en fait des législations et qui nous obligent à nous comporter d'une certaine façon. Et les taxes nous subtilisent le fruit de notre travail. Et ces règlements nous imposent de produire d'une certaine manière. Donc tout ça, ça distord l'économie. Le résultat de ces distorsions économiques, c'est la concentration de richesses. C'est l'élimination du circuit économique des plus démunis et des plus improductifs. Un exemple classique, c'est le salaire minimum. Si on établit un salaire minimum à, je dis n'importe quoi, 1000, quelle que soit la devise, par mois, et qu'une personne n'est capable que de produire un équivalent de 800 sur le marché, parce que, voilà, c'est comme ça, elle est soit inefficace, soit peu compétente, on s'en fout, hein. Cette personne qui ne peut que rapporter 800 à un employeur ne pourra pas être embauchée parce qu'il devra lui donner 1000, donc s'il l'embauche, il perdra 200. Donc cette personne sera éliminée de l'économie. Alors que si on laisse les gens faire des deals libres entre eux, l'employeur lui proposera peut-être 750. Et cette personne trouvera une place dans la société, une place honorable. Elle rendra service à autrui. Autrui lui rendra service et tout le monde sera content. Donc ces réglementations, ces taxes, ça exclut les gens les plus vulnérables du circuit économique et ça concentre les richesses chez les privilégiés du système. L'État fait payer un droit d'entrée sur le marché. C'est-à-dire que si tu ne rapportes pas 800 et qu'on a décidé qu'il fallait que tu rapportes 1000 parce qu'un employeur ne peut pas te payer moins que 1000, sinon il va en prison, tu es éliminé du marché, tu ne peux pas payer ton droit d'entrée qui est de rapporter au moins 1000 à un employeur potentiel. Et donc là, on voit que les inégalités se creusent artificiellement et non pas naturellement par le jeu de la force politique. Ceux qui ne peuvent se permettre ce ticket d'entrée sur le marché sont interdits de séjour et promis à la misère. Le monopole de la monnaie, c'est un autre aspect de cet écartèlement de richesses artificielles. La création de devises fiat se fait au détriment des plus pauvres et non pas à leur bénéfice. Ça s'appelle l'effet Cantillon. Tu chercheras sur la chaîne, on en a parlé de nombreuses fois. Et cet effet Cantillon, qui est la création de devises artificielles, ex nihilo, se fait au profit du cercle rapproché de la création, de la source de cette devise. Donc c'est l'État et ses amis. Et c'est comme ça que les riches proches du pouvoir s'enrichissent. Et comme il n'y a pas de magie, ça se fait au détriment des gens à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire toi, moi et les gens qui sont plus pauvres que nous, qui sommes obligés, parce qu'on n'a pas de connexion politique, d'avoir un niveau de vie qui baisse à cause de l'inflation,
Donc notre niveau de vie baisse, notre richesse matérielle baisse, celle des gens proches du pouvoir et de l'émission monétaire augmente, donc l'inégalité de richesse augmente, mais celle-ci, elle est parfaitement illégitime. Elle est causée par les voleurs, les fraudeurs, les faux monnayeurs de l'État. Sans banque centrale, sans distorsion des mécanismes économiques, dans une société libre et concurrentielle, il n'y aurait pas de milliardaires ni de misère. Tout le monde serait capable de travailler et de subvenir à ses besoins puisqu'il n'y aurait personne pour les en empêcher. Et je dis bien de travailler et d'échanger, pas de commettre des crimes. Le vol n'est pas une activité légitime, d'accord? On va le redire plusieurs fois, ça, au cours de ce monologue. Alors, la seule cause de misère et d'accroissement des inégalités, c'est l'État. Une société libre, c'est le seul, ou en tout cas la meilleure solution pour maximiser la prospérité pour tout le monde. C'est la meilleure stratégie de lutte contre les inégalités, la liberté. Et donc la meilleure stratégie anti-inégalité de richesse, c'est bien de se débarrasser de l'État et pas de le renforcer. Je sens que je parle de plus en plus fort et vite. D'ailleurs, empiriquement, il est complètement absurde de s'adonner à une redistribution de richesses, car premièrement, la loi de Bitur-Camembert garantit, et ce n'est pas une hypothèse, c'est une garantie théorique, cette loi de Bitur-Camembert garantit un gaspillage total des montants taxés, prélevés, extorqués. C'est-à-dire que sur toute la masse de fausses monnaies, mais peu importe, on est quand même obligé de s'en servir, donc pour nous ça reste important, sur toute la masse de monnaie volée par l'État au nom des taxes, strictement rien n'arrive dans les poches des plus pauvres, d'accord? Rien du tout. Ces pauvres, d'ailleurs, qui servent de prétexte à la manœuvre. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut quand même constater que grâce aux taxes, il y a une diminution des inégalités, mais c'est seulement par la magie du nivellement par le bas. C'est-à-dire qu'en ruinant tout le monde, effectivement, les inégalités s'aplatissent. En rendant les riches pauvres, effectivement, ils se rapprochent des pauvres. Donc apparemment, c'est bien pour les socialistes. Donc, la première absurdité, c'est celle-ci, c'est l'aplatissement artificiel par la force. Parce que si on va par là, autant bombarder le pays. Hein. Si on bombarde tout le pays, il n'y aura plus de riches. Tout le monde sera aussi pauvre et vivra dans les mêmes ruines et les mêmes gravats en mangeant des rats crevés. Donc si l'inégalité est vraiment le mal à combattre, pourquoi ne pas aller dans ce sens? La question est à moitié rhétorique en ce moment avec justement les saloperies soviétiques à la taxe Zuckman et compagnie, où on propose ouvertement de ruiner les gens et de les arrêter à l'aéroport s'ils ne veulent pas payer. Hein. Donc je ne suis pas en train de faire du complotisme gratuit. On est en plein là-dedans, en tout cas en ce qui concerne la France. Et pour le Canada, c'est moins pire, mais on n'en est pas loin. On a aussi des niveaux taxatoires complètement faramineux. Donc j'ai dit premièrement parce que cette constatation empirique, elle a deux volets. Le premier, c'était donc le nivellement par le bas, et la loi de Bitur-Camembert qui fait que de toute façon, c'est peine perdue pour enrichir les pauvres. On peut au mieux appauvrir les riches. Maintenant, la deuxième remarque, c'est qu'à l'envers, on constate empiriquement que dans toutes les régions du monde où on diminue les taxes, la charité augmente proportionnellement. C'est normal, il y a plus de marge de manœuvre. Donc les gens qui ont un penchant altruiste, ils peuvent se le permettre, alors que s'ils sont déjà essorés par le vol fiscal, ils ne peuvent plus se permettre. Je sais, j'en ponce des fortes ouvertes à coups de genoux, là, mais je peux rien y faire. Hein. On a dit qu'on parlait d'un radotage sur les inégalités. Il faut bien passer par des évidences à un moment donné. Donc, si tu veux aider les pauvres, diminue les taxes. Je ne parle même pas des trucs comme la courbe de l'affaire, absolument pas. Je parle simplement d'une constatation empirique. Par exemple, une société vaste comme les États-Unis, mais qui est divisée fiscalement en 50 secteurs, les États qui sont plus ou moins voraces, on constate que dans les États les moins voraces, le taux de charité est beaucoup plus élevé que dans les États qui sont très voraces. En gros, les États plus de droite, salauds de capitalistes, etc., sont plus généreux que les États de gauche charitables. Je parle des citoyens, hein, je ne parle pas de l'administration étatique, bien sûr. Aucune administration étatique ne peut être charitable, ce n'est pas possible. C'est un principe
On ne dit pas que la mafia, même quand elle distribue des petits pains ou des trucs comme ça, est charitable. Elle achète la connivence des receveurs de ses largesses, c'est tout, quoi. C'est pas de la charité, puisqu'à la base, la mafia a volé. Enfin, je parle de la mafia des voleurs, je parle pas de la mafia des trafiquants. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc, en fait, si tu veux aider les pauvres, empiriquement, il faut que tu milites pour la suppression des impôts. Et plus généralement de l'État. Il faut être un peu logique dans tout ça. Si tu milites pour la bonne santé, tu vas essayer d'éradiquer le cancer, non? Tu vas pas dire, bah ouais, il faut augmenter le cancer pour qu'on diminue l'écart de santé entre les gens, d'accord? Voilà, j'arrive à la fin de mes petites remarques. On va bientôt passer au cœur du sujet, hein. On n'est que dans l'intro, là. À l'instar de la tension dans un circuit électrique, alors ça c'est une belle image, très très spirituelle, les inégalités sont nécessaires pour que le courant économique circule. Le circuit, un circuit électrique, c'est caractérisé par un différentiel de tension. Ça définit le sens du courant, grosso modo, hein. Alors quand la tension est nulle, le courant il s'arrête, il meurt. La pile est à plat, puis la lampe s'éteint. Pour l'économie, c'est la même chose. Les inégalités, ça permet les échanges économiques. Parce que sans inégalité, quel est l'intérêt d'échanger? Qu'est-ce qui se passe quand on sera tous également pauvres ou riches? Est-ce qu'on aura besoin encore de faire société? Est-ce qu'il y aura encore une division du travail? Est-ce qu'il y aura des motivations? Les inégalités saines, bien sûr, celles qui sont issues de la différence individuelle et des aspirations différentes de chacun, des préférences différentes de chacun, ces inégalités saines sont le moteur des échanges économiques. Si on était tous identiques avec les mêmes critères, les mêmes préférences, si on était parfaitement interchangeables et homogènes, il n'y aurait aucun échange. Voilà. Donc les inégalités contre lesquelles il faut lutter, ce sont seulement les inégalités artificielles causées par la violence et l'agression, c'est tout. Mais les autres, elles sont très saines et c'est celles qui font la richesse. Je te rappelle le slogan « La diversité est notre force ». Et bien ça, c'est vraiment un slogan pro-inégalité. Et puis enfin, dernière remarque question, pourquoi, si les inégalités de richesse sont vicieuses et doivent être éradiquées, pourquoi les inégalités de droit sont quant à elles vertueuses? Je m'explique. Promouvoir l'État au nom des inégalités matérielles de richesse, c'est proposer une hiérarchie sociale au sein de laquelle une classe de personnes, à savoir l'État, impose sa volonté à l'autre classe de personnes, à savoir les gens normaux, esclaves. Il y a des gens qui imposent et des gens qui doivent obéir. L'usage de la force est permis au premier, mais pas au second. Moi, c'est vraiment cette inégalité-là qui me choque. Je trouve que c'est la pire des inégalités. Premièrement, elle est absolument injustifiable, alors qu'une inégalité de richesse est parfaitement justifiable, mais une inégalité de force ne relève pas du droit. Elle relève simplement de la loi du plus fort, donc du règne animal. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a la bonne inégalité et la mauvaise inégalité? Est-ce qu'on est dans le même dilemme qu'avec les chasseurs? On va maintenant passer au cœur du sujet, parce que c'est un peu plus intéressant que tous ces lieux communs que je viens de déblatérer. Oula, déjà pendant 23 minutes, eh ben vous êtes patient, dis donc. Donc le cœur du sujet, le voici, si je peux me permettre. On vient de passer à travers un mécano philosophique qui essaye de faire une contorsion fabuleuse avec des principes moraux relatifs, alors qu'en fait, on va le voir, il y a quand même des choses qui sont invariantes et ancrées dans la nature humaine, avec laquelle on a très peu de marge de manœuvre sur le plan philosophique. Tu vas voir pourquoi je dis ça. Donc, moi j'estime que ce mécano philosophique égalitariste prend racine dans un sentiment de culpabilité, ou dans de la compassion mal renseignée, ou voire dans le pire des cas, dans le fiel de la jalousie. Mais peu importe, en fait, peu importe, puisque ce qui compte, c'est les actes. Peu importe leur motivation.
Ce qui compte, c'est qu'on va aboutir à un naufrage avec cette fausse philosophie égalitariste dans la tempête de la confusion entre droit et morale. C'est bien d'ailleurs, je pense, soit la stratégie malfaisante qui est employée ou l'incompréhension, quand on est de bonne foi, qui donne lieu à ce genre de réflexion égalitariste. C'est cette confusion entre droit et morale. Donc ce mécano philosophique les mélange en un porridge grumeleux qui peut paraître appétissant avec de la confiture de banane, bien sûr, mais qui reste parfaitement indigeste parce que droit et morale ne sont pas superposables ni interchangeables. En fait, ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Une morale qui fait fi du droit n'est qu'une mascarade. Une morale digne de ce nom ne contredit pas le droit. Et quand je parle de droit, je parle de droit naturel. C'est-à-dire que le droit naturel étant fondé sur le principe de non-agression, si une morale intègre l'agression comme un comportement accepté, c'est une fausse morale, c'est une morale qu'on ne peut ne pas respecter sans être un criminel. Alors, pour aller plus loin, je vais expliquer pourquoi je dis ces choses aussi choquantes. J'ai l'impression de dire que le droit est une chose absolue, une chose non négociable. Il y a une fondation à ça qui est effectivement non négociable. Alors certes, le droit est une convention, je suis bien conscient que c'est une abstraction qui est formalisée par l'esprit humain. C'est pas forcément une force physique comme la loi de la gravitation, enfin la force de gravitation. Mais pour autant, le droit n'est pas une convention arbitraire, c'est pas quelque chose de si mobile que ça. Le droit n'est pas modulable à l'envi. Il explicite le choix délibéré de la non-agression, car il a pour fondation obligatoire le principe de non-agression, ce droit-là. Il est l'implémentation sociale de l'éthique de l'argumentation. Or, le principe de non-agression, lui, il est universel. On peut bien faire de la juridiction, enfin de la législation de droit positif légitime si on reste en accord avec le droit naturel. Le droit naturel est une fondation, c'est le départ, c'est l'éthique minimale, ce n'est pas l'apogée, ce n'est pas la destination finale. Et pourquoi je dis que c'est universel, ce principe-là, c'est que quelle que soit l'époque, la région, la culture, la morale, l'établissement de règles communes dans une société repose forcément sur la non-agression, et au moins de manière implicite. Par exemple, deux criminels qui préparent un sale coup, il faut qu'ils travaillent ensemble et donc ils s'entendent entre eux, au moins pour la durée de leur opération. Autrement dit, ils se relient l'un à l'autre par un contrat, un règlement intérieur, un droit privé. Il n'y aura pas forcément de contrat écrit avec signature et tampon, on est d'accord. Mais ils se donnent des règles du jeu. C'est comme quand on joue aux échecs. Pendant la partie, on respecte les règles, sinon on ne joue plus aux échecs. Et si je donne un coup de poing à mon adversaire qui me bat à plat de couture, j'ai peut-être l'occasion de l'assommer, mais je ne gagne toujours pas la partie d'échecs, d'accord ? Pour les criminels qui préparent leur coup ensemble, c'est pareil. Ils espèrent en tout cas, parce que ce sont quand même des criminels, mais que l'autre va respecter leurs engagements jusqu'à la fin du projet de cambriolage, par exemple. Et chacun aura donc des tâches à accomplir. On va répartir ensuite le butin de façon prévue d'avance. Bref, on s'entend. Alors, la différence entre ces deux criminels et deux entrepreneurs qui auraient aussi un projet de création de richesse, c'est que les premiers, les criminels, ils forcent une tierce partie dans leur opération. Ils forcent cette tierce partie dans une transaction coercitive. Ils agressent, il y a victimisation. Tandis que les seconds, les entrepreneurs, eux, ils espèrent convaincre une tierce partie d'entrer dans une transaction consentie. Ces gens-là font du commerce et il y a une clientèle. D'un côté, il y a deux criminels qui vont agresser. De l'autre côté, il y a deux commerçants qui vont transiger avec des gens qui sont d'accord pour le faire. Le point commun entre les deux, c'est que dans les deux cas, les personnes se sont mises d'accord sur un projet. Donc même les criminels, au départ de leur activité, ils ont dû faire
preuve de civilisation pour mettre en place leur propre règlement intérieur. Et donc, ce qui fait qu'ils sont des criminels, c'est qu'ils ont contraint leurs victimes à céder à leur pression violente. Et donc, non seulement ils ont créé une victime, mais on sait que c'est une victime parce qu'ils ont enfreint le principe, ces criminels, qu'ils avaient mis en place au départ, l'entente, qu'ils n'ont pas étendu à la tierce partie la victime. Donc l'établissement de règles, quelles qu'elles soient, criminelles ou pas, repose obligatoirement sur la non-agression, sans laquelle la concertation à propos de ces règles n'est pas possible. En fait, sans cette non-agression, la concertation n'a pas lieu du tout. À la place, il y a un pugilat. Je sais que c'est binaire, mais c'est réel. L'alternative à la discussion, à la négociation, à l'argumentation, c'est le cassage de gueule ou la séparation. Mais la séparation, c'est une forme d'acceptation. C'est une forme de négociation. C'est une forme pacifique de désaccord. Donc ce n'est pas une agression. Bref. Tout ça pour dire que si ces règles implicites de non-agression qui sont nécessaires pour toute mise en place d'argumentation, de négociation entre personnes, viennent avec donc la prémisse de la non-agression, alors pour que des règles qui dérivent de cette prémisse-là soient respectables, il faut qu'elles ne contredisent pas leur propre prémisse. Sinon, ce sont de fausses règles. Et s'y opposer devient finalement un simple acte de légitime défense. Donc si nos deux criminels deviennent une structure plus vaste, dotée d'une administration aux règlements compliqués et aux formulaires très détaillés, n'est-ce pas? Cela ne change rien au principe de base. Si cette organisation contraint une tierce partie à une transaction forcée, c'est toujours une agression. Et c'est toujours une organisation criminelle qui attaque ses proies, peu importe son aspect formel, et peu importe les buts qu'elle affiche. On s'en fout, ce qui compte, c'est l'acte. C'est-à-dire que la différence avec une organisation qui serait très complexe, administrative et pleine de formulaires, mais qui, elle, serait une entreprise qui n'agresse personne et qui ne se contente d'essayer de séduire les gens pour que ces gens acceptent de faire affaire avec cette organisation, alors là, il n'y a aucun problème, ni de droit, ni de morale, en tout cas pas de droit. C'est que personne ne commet de crime dans le deuxième cas, dans le premier, oui. Donc, quels que soient les buts, que ce soit des buts charitables ou pas dans les deux cas, l'organisation criminelle peut avoir des buts charitables affichés, l'organisation non criminelle également, elle peut être là essentiellement pour faire justement de la charité et non forcément du commerce à profit pour elle. Il y a plein d'organisations qui existent déjà, tu prends les Restos du Cœur, c'est ce qu'ils font. Mis à part les subventions qui touchent, blablabla, mais imagine une organisation charitable qui offre à manger aux gens et qui est simplement nourrie par des dons ou d'autres apports, par exemple, ils vendent des gâteaux, et qui redistribuent 100% de leurs profits à des pauvres sous forme de nourriture, ça c'est parfaitement légitime. Une organisation qui ferait la même chose, modulo le fait que ces ressources ne viendraient pas de dons ou de vente de gâteaux, mais d'extraction forcée dans la poche des gens, pour nourrir des pauvres, ça c'est illégitime, même si le but à la fin a l'air sympa. On est bien content de nourrir des pauvres, on a chaud au cœur. Mais si tu le fais à partir d'un vol, je suis désolé, tu n'es qu'une merde, ce n'est pas de la charité. La solidarité forcée, ce n'est pas de la solidarité, c'est un oxymore. C'est la même différence qu'entre un viol et une nuit de noces, en gros, quoi. Dans les deux cas, il y a du sexe, mais dans un des deux cas, c'est moins sain, on va dire. Donc, que ces buts affichés par l'organisation soient nourris d'altruisme visant à aider les pauvres, peu importe. Sur le plan du droit, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a eu usage de la force dans un cas qui ne le justifie pas. Je rappelle que les libertariens anarcho-capitalistes ne sont pas des pacifistes. On n'a aucun problème avec la violence quand il s'agit de se défendre contre une agression. Donc, en l'occurrence, quand la police ou le fisc débarque chez vous pour vous extorquer, il serait parfaitement légitime de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça cesse, y compris les mesures les plus radicales qui iraient jusqu'à l'extinction de certains mammifères en uniforme ou en costard avec des formulaires.
Bon, après, c'est une question de stratégie et de tactique. Je pense que ce n'est pas très malin de le faire, sauf si on est prêt à mourir, parce que de toute façon, l'État sera plus fort que toi. Mais voilà, c'est juste pour dire que se défendre contre un cambrioleur ou un violeur, ou se défendre contre un inspecteur du fisc, c'est la même chose sur le plan du droit et de la morale. Bref. Alors pour finir, je vais récapituler un petit peu. L'organisation qui commet un crime chaque fois qu'elle vole une victime, quand elle contraint un individu à une transaction non consentie, est une mafia. Et c'est une définition qui correspond parfaitement à l'État. Et donc, pour en revenir aux inégalités, le principe de la redistribution forcée de richesses par le biais de la taxation au nom des inégalités, ou au nom d'ailleurs de n'importe quoi d'autre, est une extorsion fiscale. Mais cet adjectif ne renverse absolument pas la qualification criminelle de l'acte. On s'en fout que ce soit fiscal ou simplement par un gang de rue que ça arrive. Dans tous les cas, c'est un crime. Et on ne fait pas le bien en faisant le mal. Donc on ne réduit pas la pauvreté en attaquant les honnêtes gens. Ou en tout cas, si on essaye de le faire, on ne fait que produire plus de pauvreté. Alors, voilà, c'est à peu près le contenu de mon radotage du jour. En une phrase, on ne devient pas moralement supérieur ou généreux en prenant à Roger de force pour renflouer Geneviève. Voilà. Je suis hyper sympa, alors voici maintenant un résumé facile et digeste de ce trop long radotage à propos des ignobles inégalités de richesse. Si tu le synthétises correctement, ça te permettra éventuellement de répondre à moindre frais à la prochaine belle-sœur communiste qui vient te pomper l'air, encore une fois, à propos des inégalités. Ah, il nous faut de la justice sociale, hein, il faut taxer les riches, on veut des subventions. Bref, la prochaine fois que Macron, Carnet ou une merde dans ce genre vient te vomir dans les oreilles à propos des inégalités, voici quoi répondre. Premièrement, et c'est le point le plus important en fait, je vais insister là-dessus parce que les autres sont tous secondaires par rapport à celui-là. Premièrement, les inégalités ne sont pas un problème en soi. Si je formule ça sous forme de question parfaitement rhétorique par ailleurs, en quoi est-il un problème de justice ou de morale que Roger soit énormément plus riche que Geneviève ? Ou, formulé encore autrement, en quoi le fait que Roger soit énormément plus riche que Geneviève pourrait-il justifier d'initier la force contre Roger pour le piller et prendre sans son consentement une partie de ses richesses pour les donner à Geneviève ? J'ai bien employé le mot « justifier un vol », donc c'est une expression parfaitement de type oxymore. Hein. La question est stupide. On ne justifie pas un vol. On ne justifie pas un viol, on ne justifie pas un meurtre. Mais puisqu'apparemment voler les riches, c'est quelque chose qui est à la mode, je repose la question à nos amis animaux. Comment faites-vous pour justifier le crime ? C'est débile comme phrase, mais c'est quand même ce que vous faites là. Avec vos grandes phrases et vos taxes Zuxman et toute cette merde de communistes ventouses, de vampires sensus là. Le mot justification, c'est pas simplement donner les raisons d'agir. Les raisons d'agir, je pense que je les connais. C'est un mélange, selon les personnes, de tristesse devant la misère des autres, accompagné d'un élan altruiste, mais très paresseux, qui trouve plus pratique de piller des gens qui ont déjà fait du pognon plutôt que soi-même générer des richesses pour donner aux autres. Parce que si on estime que l'inégalité est un problème, c'est qu'en fait, on voudrait aider les pauvres, non ? Donc, monter une organisation de charité ou donner la moitié de sa maison, ça c'est possible, mais c'est douloureux, ça prend du temps, ça prend de la richesse personnelle. Alors c'est sûr que c'est plus tentant d'aller piller ceux qui ont déjà plus de pognon. Et au-delà de ça, au-delà de cet élan mal placé d'altruisme paresseux, il y a aussi beaucoup de jalousie et de rancœur. Mais ça, ce sont des explications, ce sont des motivations, ce sont des raisons d'agir. Mais ce ne sont pas des justifications, parce que la justification, elle doit accompagner l'acte. L'acte, c'est l'initiation du geste de la force. Et ça, c'est injustifiable.
On ne peut pas justifier l'initiation de l'usage de la force. Ça s'appelle un crime. C'est pour ça que le mot existe, crime. Il désigne ça. C'est comme dans la cour de récré, quand deux enfants se battent, c'est le premier qui a commencé qui a tort. C'est pareil chez les adultes, hein. N'oublie pas. Ta récré n'a jamais fini, en fait. Ô communiste à cheveux bleus, là. Bref. Donc, tant qu'on n'aura pas répondu à cette question de savoir pourquoi on a le droit, entre guillemets, d'attaquer des riches, je pense que le reste n'a plus vraiment d'intérêt, mais on va quand même passer à travers. Deuxième point, les inégalités sont maximisées par la redistribution forcée par l'État. Ça veut dire que les communistes qui ne cessent de revendiquer l'aplatissement des inégalités de richesse sont en train de chérir les causes des effets qu'ils abominent. Parce que si on prend un exemple caricatural, mais néanmoins très significatif du concept, la Corée du Nord a maximisé l'écart de richesse qui est possible d'avoir entre deux classes sociales, c'est-à-dire les dirigeants et le peuple. Et là, j'emploie à bon escient et sciemment la rhétorique marxiste. En Corée du Nord, l'État s'est tout accaparé à 100% et le peuple ne possède plus rien. Ce qui fait qu'on ne peut pas augmenter les inégalités, elles sont à leur maximum. Et bien ça, c'est le concept général de tous les États. Alors il y en a qui le font de façon un peu plus subtile et brillante à plus longue échelle, donc on a l'impression que ce n'est pas tous des Corées du Nord, mais c'est qu'une question de degré, ce n'est pas une question de principe. En Corée du Nord, on ne peut pas accroître les inégalités de richesse. Troisièmement, le nivellement par le bas est la seule réduction d'inégalités dont est capable l'État. Encore une fois, la Corée du Nord. Le peuple, effectivement, est également pauvre. Il n'y a plus de riches, à part dans l'État. Mais si on prend que le peuple en question, eh ben, les Coréens du Nord sont tous dans le même état de végétatif misère au bord de l'inanition. Ils sont en mode survie, les Coréens du Nord. Et ça, c'est la seule chose que peut faire l'État. Le vol, la destruction, sont les modes opératoires de l'État, Corée du Nord et ailleurs, hein, parce que si l'organisation en question ne procède pas ainsi, par la force et par la destruction, ça ne s'appelle plus un État, ça s'appelle une entreprise, une association, une famille, je ne sais pas, mais en tout cas, dans des organisations sociales où on agit en écoutant le consentement d'autrui, eh ben, on ne s'appelle pas un État. C'est pour ça que l'État est différent, c'est pour ça qu'on le considère comme une classe à part, et que c'est la classe des exploiteurs, c'est lui qui utilise la force, et il croit que c'est légitime. Et donc, quand on utilise la force, on appauvrit les autres à son profit et au profit de ses amis. Et donc, on nivelle par le bas. C'est la seule direction possible pour l'utilisation de la force et de l'agression. Une agression, c'est un échange gagnant-perdant. L'agresseur gagne, la victime perd. Donc, ça ne peut jamais augmenter la richesse globale. Au contraire, ça la diminue parce que la victime va essayer de se défendre, il va y avoir une perte d'énergie et des moyens de défense vont être mis en place qui n'auraient pas eu l'occasion d'être mis en place si le crime n'était pas présent. Donc il y a forcément une diminution de richesse quand on emploie la force. Le commerce, par contre, c'est un échange gagnant-gagnant, donc ça augmente la richesse toujours. Donc quand on procède comme l'État qui ne peut procéder que par la violence, on est obligé d'aller vers le bas et jamais vers le haut de la richesse. Quatrième point, le vol c'est mal, même avec des tampons et des uniformes. Et oui, on le dit souvent, mais c'est pas parce que tu as redistribué des richesses à coups de flingue que tu es quelqu'un de bien. La redistribution des richesses qui est charitable, consentie, consensuelle et faite de manière volontaire, ça c'est bien. C'est généreux. Mais on n'est pas généreux par le biais de la violence. C'est la même différence qu'entre un viol et une nuit de noces. Un viol, c'est pas bien. Une nuit de noces, c'est bien. Est-ce que tu saisis la nuance? Dans les deux cas, nuit de noces et viol, il y a eu du sexe normalement. Hein. Pourtant, il y en a un des deux qui n'est pas franchement ragoûtant. Il en va de même pour le vol fiscal qui est le prétexte à la répartition des richesses. Cinquièmement, voler pour réduire les inégalités est économiquement absurde et juridiquement criminel. Donc c'est vrai que j'aurais
j'étais pas obligé de mettre ce 5e point, puisque j'avais déjà le 3 et le 4 qui disaient un peu la même chose. Donc là, on a un résumé à l'intérieur du résumé. C'est une perspective récursive de résumé. 6e point, solution pour minimiser les inégalités sans niveler par le bas, supprimer l'État. Ça, c'est la conséquence du 5e, en fait. C'est pour ça que le 5e était un peu là comme margarine lubrificatrice entre les autres. Réduire les inégalités par le vol, c'est absurde, puisque le vol ne fait qu'appauvrir. Donc, si on veut réduire les inégalités pour le principe qu'elles n'existent plus, effectivement, on peut tous devenir pauvres et bombarder la ville, et puis voilà, le problème est réglé. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut tous être riches, en fait, non? Et donc, juridiquement, c'est criminel, puisque c'est un vol. Et donc, la seule solution pour minimiser les inégalités, c'est bien de supprimer l'organisation la plus criminelle de toutes, c'est-à-dire l'État, puisqu'il s'arroge le monopole de l'usage de la violence légitime, ce qui est une absurdité. Donc, si tu veux vraiment, avec sincérité, sans appauvrir tout le monde, sans bombarder les villes, aplatir les inégalités, tu n'as qu'un choix, c'est militer pour la suppression de l'État. Par la suppression de l'État, tout le monde deviendra plus riche parce que l'économie sera plus prospère et donc il y aura plus de marge de manœuvre pour être généreux. Ça, c'est un fait, encore une fois, empirique, que les riches, ou en tout cas les gens, sont plus portés à être généreux quand ils ont du pognon dans les poches que quand ils n'en ont pas. Je pense que c'est une sorte d'évidence quasiment tautologique. Donc, supprime l'État, augmente la prospérité et regarde comme les inégalités vont d'elles-mêmes s'évaporer. Dans une société libre, il n'y a plus de misère ni d'ultra-riches. Alors ça aussi, ça devrait rassurer les gauchistes. Dans une société libre, pourquoi il n'y aurait plus de misère ni d'ultra-riches? On l'a déjà dit 15 000 fois. Parce que sans inflation et sans protection contre la concurrence, les entrepreneurs, d'une part, ne se feraient ni renflouer par les caisses publiques qui n'existeraient plus. Donc il y aurait plus de faillites des gens qui sont mauvais. Il y aurait moins de compagnies zombies. Et donc il n'y aurait pas non plus ces riches illégitimes qui sont proches des sources d'émissions monétaires et qui sont à l'intérieur du bon côté des réglementations et qui donc profitent de certains monopoles artificiels. Ça, ce sont les gens les plus riches. De manière illégitime, eh ben, ils n'auraient plus l'altitude d'emmagasiner ce genre de richesse indue. Et pour les plus pauvres, vu que la société serait beaucoup plus prospère en général, et que la prospérité bénéficie d'abord aux plus pauvres, ces pauvres-là qu'on a aujourd'hui seraient moins pauvres dans une société plus riche. J'ai encore, bien sûr, l'impression de faire un combat de porte ouverte, mais je suis obligé, hein, tu m'excuses. Donc, société riche, moins de misère et moins d'ultra-riches par la protection de l'État, donc mécaniquement, écart de richesse qui diminue tout seul. Donc, encore une fois, si tu veux vraiment lutter contre les inégalités, tu devrais lutter contre l'État et demander son abolition immédiate, pour que justement ces écarts de richesse qui te gênent tant diminuent d'eux-mêmes de façon saine et légitime. Et puis le dernier point, pour faire un peu preuve d'optimisme ou disons de liberté de pensée, présentons-le comme ça, dans une société vraiment libre, qui serait donc débarrassée de l'État, rien n'empêcherait toutes sortes de communautés de s'établir, y compris des communautés communistes, c'est-à-dire démocratiques, qui voteraient leur propre répartition des richesses internes, mais là, ça se ferait de manière consentie. Donc, il n'y aurait aucun problème de morale ni de justice, puisque les gens qui se feraient répartir leurs richesses auraient été d'accord d'avance. Donc, dans une société libre, il y aurait toujours la possibilité de voter des absurdités qui seraient des répartitions de richesses artificielles par la force, mais seulement par les gens qui seraient d'accord pour subir cette force. Et dans ce cas-là, vous me foutrez la paix. Vous me laisserez tranquille,
Et vous ne me demanderez pas de participer, enfin vous pourrez me le demander, mais vous ne pourrez pas me contraindre à participer à ce que j'appelle un viol collectif en fait. La fiscalité, c'est un viol collectif, hein. C'est vraiment la même logique. Donc, si vous avez envie, dans mon monde libre, de vous établir, chers communistes, en commune d'électeurs qui vont mettre en place des réglementations internes à vos communes pour que les riches soient immédiatement aplatis au profit des pauvres, bah faites-le, hein. Bonne chance, mais faites-le. Moi, je ne pourrais pas m'y opposer si tout le monde est d'accord. C'est comme le sadomasochisme, hein. Moi, je ne suis pas bien client, mais j'irai jamais me présenter dans un club sadomaso pour leur dire non, ne faites pas ça, c'est pas bien. Les gens qui sont là-dedans, qui se font fouetter, griffer, mordre, je ne sais pas ce qu'ils foutent, le font parce qu'ils aiment ça. Bon, ben, si toi, tu as envie de devenir riche, puis pauvre, dans la seconde qui suit, moi, j'ai rien à dire contre ça. Voilà. Donc, les inégalités ne sont pas un problème. Et si vraiment tu trouves quand même que c'est un problème, lutte contre l'État. Et si vraiment tu as besoin d'un État, bah fais-le dans ton coin, mais viens pas m'emmerder. Merci, bonsoir.